fleur de l'âge. Celle-ci avait été belle, mais un peu acariâtre et affreusement jalouse. Après un deuil de bonne aloi qui dura 6 mois, le jeune homme sentit avec le printemps naître des émotions nouvelles. Il chercha femme et bientôt se fiança à la délicieuse Yo-Yo-I, dont le nom chantait comme un gazouillis de mésange, comme le froissement de la soie sur un éventail. Bref, le jeune veuf était amoureux, et il était plus heureux qu'il ne l'avait été avec sa précédente épouse. C'est alors que le fantôme de sa femme se manifesta pour la première fois. Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement sur son tatami, il sentit un courant d'air froid lui chatouiller la plante des pieds. Il s'éveilla. Kiryoka était devant lui. La belle, quoique évanescente, semblait furieuse et n'avait rien perdu de son humeur jalouse. Comment oses-tu, dit-elle, me tromper avec une petite sotte, sans beauté, qui, ajouta-t-elle avec perfidie, porte une tache de naissance fort disgracieuse sur le sein gauche. Comment sais-tu cela interrogea le pauvre mari stupéfait. Au royaume des morts, nous avons accès au mystère, et nous connaissons toutes choses cachées à vos yeux de mortels. Le mari, encore tremblant de frayeur, ne dormit plus cette nuit-là. À partir de cet instant, l'existence d'Eiyoshi devint un enfer. Le jour, il se promenait avec la tendre Yo-Yo-I dans les jardins de son père. Il s'attardait auprès du grand bassin, admirait la grâce épanouie des fleurs de lotus. Eiyoshi ne se lassait pas, tout en devisant tendrement et en échangeant avec elle de timides sourires, de contempler la nuque parfaite de sa fiancée, son chignon noir de jet, ses joues qui avaient le velouté de la fleur de prunier. La nuit, le fantôme de Kiryoka venait le tourmenter. Assise au pied de sa natte, son épouse décédée tournait en dérision tous ses faits et gestes de la journée. Elle imitait en ricanant leurs tendres propos, elle lui rappelait leurs anciennes amours et lui répétait « Je sais tout de toi, et ce savoir t'enchaîne. Ta vie est à moi seul, à moi. » Le malheureux, à bout de force et près de perdre la raison, se confia à un ami qui lui conseilla d'aller consulter un célèbre maître zen qui vivait en ermite dans l'ancien temple de Kenichi. Le voyage fut long et difficile. Enfin, Eiyoshi parvint au pied du maître et lui conta son infortune. « Ta femme est devenue un fantôme et elle sait tout de toi. »« Oui, maître, vous comprenez, habitant le pays des morts, elle a accès à ces mystères qui nous dépassent. Elle connaît le passé, l'avenir et fouille à son gré dans mes moindres pensées. »« Je vois, dit le maître en se grattant un orteil avec un petit bâton de bambou, car il avait plu et un peu de boue avait éclaboussé ses pieds nus dans les sandales. Je vois. Que dois-je faire, maître? Tu es jeune, Eiyoshi, ton cœur est neuf et tendre. Il est aisé d'assurer son pouvoir sur toi. Je vais t'aider. Le jeune veuf se confondit en remerciements et déclara « Je suivrai vos conseils, maître, je m'y formerai en tout point, indiquez-moi seulement la voie. Quand le fantôme de ton épouse apparaîtra, confesse humblement ton ignorance, loue ses étonnantes connaissances, en un mot, flatte-la et propose-lui un marché. Si tu peux répondre à une dernière question, je serai définitivement convaincu de tes pouvoirs surnaturels. Je renoncerai à Yo-Yo-I, qui n'est qu'une simple mortelle, et je serai ton époux fidèle à jamais. » Hélas, s'exclama Eiyoshi, c'est elle qui va l'emporter, j'en suis sûr. Ce qu'elle ne sait, elle le devine. Rien de ce que je fais ou pense ne lui est caché. Suis mon conseil, déclara un peu rudement le maître, ou, si tu ne veux pas m'écouter, va-t'en. Et Yoshi, troublé, affolé, acquiesça. Je vous obéirai, maître. Prenant ta main droite, fermez une grosse poignée de graines de soja, et demande-lui combien il y en a. C'est tout, demanda Eiyoshi. Le maître zen ne répondit pas. Il s'était installé en zazen et méditait. Eiyoshi rentra chez lui. La nuit même, le fantôme de son épouse réapparut. « Tu es allé rendre visite à un maître du zen, ricanait-elle. Croyais-tu que je l'ignorais, et pensais-tu pouvoir m'échapper ?» Eiyoshi plongea alors sa main droite dans un tas de soja, en saisit une grosse poignée qu'il présenta dans sa main fermée.
suffit de peu de choses, un zeste de bon sens, une question claire, un rire, pour désarçonner les faux gourous qui manipulent les âmes simples, les esprits sensibles ou fragilisés, en s'enveloppant d'ombre et de mystère. Quelques graines de soja et s'évanouissent les fantômes. Oshokun la tant si belle. Yuan des Han, l'un des derniers empereurs de la noble lignée des Han, avait tant de femmes qu'il n'en connaissait pas le nombre exact. La tradition exigeait que chaque année, les hauts dignitaires de la cour lui offrissent les plus belles de leurs filles. Et chaque année, murmures des jets d'eau, bruissements de soie, confidences échangées à l'ombre des éventails, s'accroissait le nombre des épouses dans le gynécée. Or, en ce temps-là, se présenta à la cour une ambassade du pays des Huns. La guerre s'était longtemps prolongée en cette contrée sauvage et l'Empire. Yuan, prince sage, désirait la paix. Il reçut les barbares avec courtoisie et mille civilités. Il décida enfin de leur offrir un présent qui les comblerait. Mais lequel? Ces gens grossiers n'aimaient ni les porcelaines fines, ni les coffres laqués, ni le jade, ni les soieries au ton délicat. Sire, dit le Premier ministre, me permettez-vous une suggestion? L'empereur acquiesça. Offrons au roi barbare l'une de vos femmes. Oh, se récria la foule des courtisans indignés. Sire, c'est le seul présent qui scellera définitivement la paix entre nos deux pays. Soit, dit l'empereur. Votre Majesté voudra certainement désigner celle de ces femmes qui a le moins d'attrait. C'est encore trop d'honneur pour ces barbares. Qu'il en soit ainsi, dit l'empereur. J'ordonne que les peintres de la cour fassent le portrait de toutes mes femmes. Je choisirai celle qui devra partir dans les contrées lointaines. La nouvelle courut comme un feu de paille dans le gynécée. Les peintres de la cour venaient faire le portrait de toutes les femmes. La moins belle, la moins désirable partirait en exil dans les contrées lointaines. Aucune ne voulait s'en aller dans ce pays sauvage et servir de jouet à un roi barbare. Toutes entreprirent de gagner à leur cause les peintres de la cour et s'efforcèrent de paraître à leur avantage. Elles soignèrent à l'infini leurs visages, n'épargnant ni les onguents ni les fards, lissant leurs cheveux, se parant de bijoux. Elles rivalisèrent en flatterie, en sourires, en mignardise auprès des peintres de la cour. Toutes relevèrent leurs joues et leurs fronts de poudre d'or, toutes sauf une. Oshokun était belle, d'une beauté si évidente, si lumineuse, que les autres femmes s'éteignaient en sa présence, comme la lumière des lanternes à la clarté du matin. Elle se présenta devant les peintres quand vint son tour, sans apprêt, sans bijoux, le visage nu, et ne chercha pas à les séduire. Les peintres, vexés de son indifférence, lui ajoutèrent quelques traits grossiers qui déparaient malignement ce merveilleux visage. L'empereur reçut les portraits, et ils se ressemblaient tous, sauf un singulièrement nu et sans apprêt. Il désigna Oshokun et fit part de son choix aux émissaires étrangers. Il ordonna que l'on signifie à son cadeau qu'elle se tint prête à partir en pays barbare. Mais le soir, avant de s'endormir, il revit ce visage étrange et une hésitation le prit. Il résolut de n'y plus penser. Il faut bien que je fasse un présent au roi barbare, se dit-il. Et puisque je dois sacrifier l'une de mes femmes, autant choisir la moins parée, la plus insensible aux grâces de cour. Le lendemain, cependant, au milieu de la matinée, il ordonna brusquement à son grand chambellan d'aller chercher Oshokun, qu'il n'avait jamais vue et dont il voulait faire la connaissance avant de la remettre à l'ambassade des Huns. Alors Oshokun pénétra dans la salle du trône, et ce fut comme une caresse de printemps, un cerisier en fleurs qui apparut à ses yeux éblouis. Oshokun se tenait droite, fière et belle, d'une beauté inouïe qui transperça son cœur. Elle gardait les yeux baissés, sans parler, et il l'aima. Quand Oshokun regarda à son tour le jeune empereur pétrifié sur son trône, son cœur de jeune vierge farouche faiblit aussi, et connut l'amour. L'empereur avait donné sa parole, annoncé son choix aux dignitaires de la cour. Les émissaires étrangers allaient regagner leur pays. Le destin était fixé. Ainsi vécurent dans la mélancolie le reste de leurs jours Oshokun la tant si belle et son empereur
bien-aimé. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. Mourir à quel âge? Ryokan, le poète du XVIIIe siècle, le saint François d'Assise du bouddhisme, qui savait parler aux plantes, aux insectes, aux oiseaux, était connu dans tout le Japon pour sa sagesse et l'efficacité de ses kitto. On venait de tout le pays le consulter et lui demander d'intercéder auprès des dieux. Or, un matin, un honorable moine tout sec, tout desséché par l'âge, se présenta devant la cabane de branchage. « Je suis honoré de ta visite, saint moine, dit Ryokan. Ta réputation de bonté est parvenue jusqu'à moi. Que désires-tu? Je voudrais un kitto, dit l'homme en caressant sa barbe courte et blanche. Volontiers, dit Ryokan. Et que souhaites-tu? Je voudrais que ma vie soit longue. Quel âge as-tu? J'ai 80 ans depuis les dernières fleurs de cerisier. Jusqu'à quel âge dois-je demander au Dieu que ta vie se prolonge? 100 ans. 100 ans me paraît un bon chiffre, oui. 100 ans, c'est bien. Je suis étonné, dit Ryokan, par la modestie de ta requête. Tu es venu de très loin pour me réclamer ce kitto. Pourquoi te contenter de 100 ans? Il est vrai, soupire le visiteur, que je répands constamment autour de moi sagesse et bienfaits. Que ne pourrais-je faire si je vivais davantage? Disons 120, 130. Fixons plutôt un chiffre rond. 150 ans, est-ce possible? Bien entendu, fit Ryokan. Nous disons donc 150 ans. Mais Kitto étant très précis, je vais t'en préparer un pour 150 ans exactement. Mais tu as bien réfléchi. Tu as 80 ans, il te restera 70 années à vivre, moins que tu n'as déjà vécu. Mais c'est très bien ce que tu désires. Tu es un homme sage et peu exigeant. Attends encore un instant, fait l'octogénaire. Il est vrai que 70 ans, c'est peu de choses, mais 80 premières années s'en sont allées comme un songe, et c'était hier, me semble-t-il, que je jouais avec mes frères et sœurs dans le jardin de mes parents. La seconde partie de la vie, observe Ryokan, est comme l'autre versant de la colline. On le descend bien plus vite que l'on a gravi le premier. Soit, je me rends à tes raisons, sage Ryokan. Fais-moi un kitto pour, disons, 300 ans. Ryokan se gratte la tête et ne bouge pas. Eh bien, qu'attends-tu, s'impatiente le visiteur. Ma demande est-elle excessive, ajoute-t-il inquiet. Non, non, je réfléchissais, dit Ryokan. Pourquoi, au fond, t'arrêter à 300 ans? On raconte que certaines tortues vivent 1000 ans, et aussi les grues. Pourquoi 300 ans seulement? 1000 ans? Après tout, la perspective ne manque pas d'attrait. J'ai tant de bonnes actions à accomplir, je pourrais faire tellement plus de bien en 1000 ans. Ryokan ne bouge pas et semble perplexe. Je pèse tes paroles, saint moine, et je vois comme ta vie est précieuse. La meilleure solution serait que tu ne meures pas. Tu pourrais me faire un kitto qui m'épargnerait de mourir. Oui, mais ce serait très très cher et très difficile. Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra, à pratiquer les plus durs exercices. Tu m'as convaincu, noble Ryokan. Je t'en prie, j'accomplirai tout ce que tu exigeras. Fais-moi le kitto qui me rendra immortel. Dès ce jour, Ryokan prit avec lui dans son humble cabane de branchage le vieux moine qui venait du nord. Ils coupaient le bois ensemble, allaient chercher l'eau à la rivière, dormaient à même le sol de terre battue, et ils priaient et méditaient pendant de longues heures. Ils mangeaient leur bol de riz, où ils riaient en regardant le vol d'un jet maladroit. Au printemps, Ryokan composa des poèmes. Ce monde n'est plus que fleurs de cerisier. Et encore, le rossignol du rêve m'a réveillé, mon riz du matin. Ou bien, la barque à riz se dirige vers la lune du troisième jour. Ainsi passèrent un hiver, un printemps, un été. Ils étaient tous deux assis devant la cabane un soir de fin d'été et contemplaient le premier vol d'oies sauvages, quand Ryokan déclara: « Je vais procéder demain à la cérémonie du kitto qui
te fera immortel, comme nous en étions convenus. Je ne comprends plus, dit l'octogénaire songeur en caressant sa barbe qui avait beaucoup poussé. Pourquoi t'ai-je réclamé ce quito?